Septembre 1943. Dans les eaux noires et glaciales de l'Atlantique Nord, un sous-marin allemand gisait éventré, condamné. L'eau s'engouffrait par les fissures de la coque. La salle des machines se noyait lentement dans une mer coupante comme du verre. Dans le poste de commandement, le capitaine-lieutenant Vanna Hoffmann, 29 ans, faisait face au choix le plus terrible de son existence. Rester à bord et mourir avec son bâtiment, selon l'honneur qu'on lui avait enseigné, ou sauver ses 47 hommes en se livrant à l'ennemi. Il regarda autour de lui, des visages jeunes, trop jeunes. La plupart n'avaient pas 20 ans. Des garçons presque. Chacun avait laissé derrière lui une mère sur un quai, un père fier, une épouse promettant d'écrire chaque semaine, et lui, leur commandant, devrait les laisser se noyer parce que la reddition était censée être une honte pire que la mort. Au-dessus d'eux, un navire britannique tournait comme un requin autour d'une proie blessée. Les charges de profondeur avaient déjà déchiré le sous-marin. Un impact de plus, et tout serait fini. Vanna prit sa décision. Il ordonna la remontée. Puis, dans le froid et la fumée, il fit hisser le drapeau blanc. Les hommes émergèrent sur le pont, les mains levées. L'océan soulevait le sous-marin en longues vagues gelées. Sur les corvettes, des marins britanniques les mirent en joue. Vanna s'attendait aux balles, à être abattu dans l'eau comme un animal. C'était ce qu'on leur avait toujours dit. Les Britanniques sont des monstres. Ils torturent et tuent les prisonniers. Ils font durer la souffrance avant de tuer. Mais aucun coup de feu ne partit. À la place, des cordes tombèrent dans l'eau. Des mains attrapèrent les leurs. On hissa les Allemands à bord. On les enveloppa dans des couvertures. On leur tendit du thé brûlant. À plus de 3000 kilomètres de là, dans le désert en feu de Tunisie, Grita Klaus-Beka, 22 ans, était assis dans le sable, les mains croisées derrière la tête. Devant lui défilaient des colonnes infinies de chars américains et britanniques. 13 000 soldats allemands venaient de se rendre. L'Africa Korps, autrefois présenté comme invincible, gisait maintenant à genoux dans la poussière. Klaus venait d'un petit village agricole près de Hanovre. Avant la guerre, il n'avait jamais quitté l'Allemagne. Il s'était engagé comme tous les autres. C'était ce qu'on faisait. Défendre la patrie. Protéger le sol allemand. Détruire l'ennemi. À présent, c'était lui qui était détruit. Il n'avait pas mangé correctement depuis 3 semaines. Son ventre se tordait de faim. La dysenterie l'avait vidé de ses forces. Il avait vu ses amis mourir de soif, de maladie, sous les balles, brûlés par le soleil. Et pourquoi ? Pour rien. Pour des mensonges. Les soldats américains qui les gardaient ne ressemblaient pas à des bourreaux. Ils avaient l'air fatigués. Certains avaient même l'air indifférents. L'un d'eux tendit à Klaus une gourde, de l'eau, claire, propre. Klaus but et attendit la suite. « Voilà donc la torture, pensa-t-il. Il te donne de l'espoir avant de te l'arracher. » Ce même mois de septembre, en Italie, Friedrich Waber, 35 ans, était blotti dans un fossé tandis que des obus éclataient au-dessus de lui. Avant la guerre, il était menuisier, père de 3 enfants. Un homme qui fabriquait des tables et des chaises, pas des cercueils. Maintenant, il portait un fusil et un uniforme et il tirait sur des inconnus. Il avait déjà survécu au front de l'Est. Des images qui le réveillaient encore la nuit en hurlant. Des corps gelés empilés comme du bois. Des villages réduits en cendres. Des enfants appelant des parents qui ne reviendraient jamais. Il avait cru que l'Italie serait plus facile. Il se trompait. La campagne italienne s'effondrait autour de lui. Son unité se dispersa dans la confusion. Des soldats britanniques surgirent de la fumée en criant en anglais. Friedrich laissa tomber son arme. Il leva les mains. 3 années de guerre prirent fin en 1 seconde. Vanna, Klaus et Friedrich avaient reçu les mêmes leçons, entendu les mêmes discours, vu les mêmes films de propagande. Si l'ennemi te capture, il te torturera. Il te laissera mourir de faim. Il t'épuisera dans des camps jusqu'à la mort. Les Britanniques et les Equeka Tibeleras et les Américains sont cruels. Mieux vaut mourir en combattant que vivre entre leurs mains. Vanna se souvenait de son dernier briefing avant sa première mission. « La capture est pire que la mort », avait dit l'officier. « Coulez avec votre bateau, ne leur donnez jamais la victoire sur votre esprit. » Klaus et Friedrich avaient entendu la même chose. On leur avait dit que les troupes coloniales seraient encore plus brutales, que leurs familles seraient dépunies s'ils coopéraient, que la mort était préférable à ce qui les attendait. À présent, tous 3 étaient des prisonniers. Ils patientaient dans des camps de transit, sur des navires, entourés d'hommes parlant des langues étrangères. Ils attendèrent les coups, la faim, les humiliations, le cauchemar promis. Vanna était assis dans la coque glacée d'un transport britannique qui traversait l'Atlantique vers l'ouest.
On l'envoyait dans un endroit appelé Canada, un nom presque vide de sens pour lui, un bout de glace au bord du monde. Qu'allait-il lui faire là-bas? Klaus se posait la même question dans un camp nord-africain. Friedrich roulait dans un convoi en Italie en se demandant s'il reverrait un jour ses enfants. 3 inconnus, bientôt liés par le même destin, faisaient face à la même obscurité. Que va-t-il se passer maintenant? Combien de temps survivrons-nous à ce qu'ils vont nous faire? La peur était pire que le combat. Au moins, dans la bataille, on pouvait se défendre. Ici, il n'avait plus que l'attente. Le navire s'appelait RMS Empress of Scotland. Il transportait 2847 prisonniers allemands et italiens à travers l'Atlantique. En octobre 1943, Vanna, Klaus et Friedrich se retrouvèrent sous le pont, dans des dortoirs qui les laissèrent sans voix. Des couchettes, avec de vrais matelas. Pas des planches, pas du métal glacé. De vrais matelas souples. La première chose étrange se produisit à l'heure du repas. Un garde frappa à la porte métallique. En rang. Pour manger. Ils s'avancèrent méfiants, persuadés que ce n'était que le début. Les prisonniers avancèrent lentement, traînant les pieds, sans rien attendre. Peut-être une allo sale vaguement appelée soupe, du pain moisi, quelques grains comme on en jette au bétail. Klaus tendit sa gamelle, et resta figé. On y déposa du bœuf bouilli, de la vraie viande, des pommes de terre encore couvertes de leur peau, du pain frais, du beurre jaune, vraiment jaune, et du café dont l'odeur rappelait de véritables grains, pas un ersatz brûlé. Il ne bougeait plus. Il regardait son assiette comme si on venait d'y déposer un objet irréel. Il avait mangé pire lorsqu'il était encore soldat libre en Afrique du Nord. Des mois durant, il n'avait vécu que de biscuits durs comme la pierre et de boîtes de conserve au goût de métal. Et maintenant, prisonnier, il recevait du bœuf, du beurre, du vrai pain. Cela n'avait aucun sens. Un mécanicien de sous-marin à côté de lui murmura que cela devait être un piège. Ils nous engraissent avant le vrai traitement. Ils veulent qu'on soit en forme pour que la torture dure plus longtemps. Mais les repas continuèrent. 3 fois par jour, tous les jours. Petit déjeuner avec des œufs et du porridge. Déjeuner avec soupe et pain. Dîner avec viande et légumes. Et parfois même un dessert. Vanna, formé au calcul de ravitaillement, ne pouvait s'empêcher de faire des comptes dans sa tête en mangeant. Environ 2800 calories par homme chaque jour. Plus que ce que recevaient les civils en Allemagne. Plus que ce qu'il avait lui-même touché lors de ses derniers émois dans la marine, quand tout manquait. Les gardes étaient stricts, mais jamais cruels. Quand un jeune prisonnier eut le mal de mer et se mit à vomir, un garde canadien lui apporta du thé au gingembre, puis des biscuits supplémentaires. « Doucement, Fritz, mange lentement. Tu vas trouver l'équilibre, » dit-il avec un demi-sourire. Friedrich observait par le hublot la côte rocheuse de Terre-Neuve qui défilait. Il s'attendait à voir des gardes armés partout, prêts à frapper le moindre faux pas. Il attendait la brutalité, la douleur, l'humiliation. À la place, il vit des gardes jouer aux cartes avec des prisonniers, leur apprendre quelques mots d'anglais, partager des cigarettes. Vanna remarqua autre chose. Il étudiait leurs uniformes, leurs bottes, leur équipement. « Regardez-les, » murmura-t-il à Klaus et Friedrich. « Tout est propre, bien taillé. Leurs bottes sont en cuir solide, sans trous. Leur matériel est neuf, entretenu. Tout chez eux parle d'abondance. Le voyage en train d'Halifax jusqu'en Colombie-Britannique dura 6 jours entiers. Ils roulaient dans des wagons avec de vraies fenêtres, des fenêtres propres. Vanna, Klaus et Friedrich collèrent leur visage contre la vitre. Le Canada défilait, des champs à perte de vue, déjà récoltés, remplis de gerbes stockées. Des silos à grains aussi hauts que des églises. Des enfants debout le long des rails, qui faisaient un signe au train. Ils n'avaient pas peur. Ils avaient l'air curieux. Certains souriaient. Ils traversèrent des petites villes où les lampes électriques brillaient même en plein jour. Des rues où circulaient des voitures. Pas des véhicules militaires. Des voitures ordinaires appartenant à des gens ordinaires. Klaus se mit à compter. 14 voitures dans un seul petit bourg. Son village en Allemagne n'en avait jamais compté autant dans toute son histoire. Peut-être le maire en possédait une. Peut-être le médecin. Ici, des gens quelconques conduisaient comme si c'était banal. Chaque quai de gare montrait des choses qui ne correspondaient à rien de ce qu'on leur avait appris. On leur avait dit que l'ennemi s'effondrait, que les économies alliées étaient à bout, que la population mourait de faim comme en Allemagne. Mais les visages étaient pleins, les vitrines chargées, les femmes portèrent des vêtements propres, récents. Les enfants mangeaient des sucreries en attendant les trains. Klaus comptait les voitures. Friedrich observait l'abondance.
Vanna faisait encore des calculs. Rien ne collait. Les films de propagande montraient un ennemi affamé, au bord du gouffre, mais partout, il voyait l'inverse. De la richesse, des réserves, un confort qui ne pouvait pas exister si l'Allemagne était en train de gagner. Finalement, Friedrich osa le dire à voix basse. La propagande fonctionne dans les deux sens. Quelqu'un nous a menti. Les autres prisonniers autour n'ajoutèrent rien, mais leur visage disait qu'ils pensaient la même chose. Le train poursuivait sa route vers l'ouest à travers un pays qu'on leur avait décrit comme faible et brisé. Il paraissait au contraire solide, prospère, presque indifférent à la guerre. Le camp 133 s'étendait sur une vaste plaine près de Lethbridge en Alberta. 250 acres de prairies plates, l'un des nombreux camps de prisonniers dispersés à travers les prairies canadiennes et la Colombie-Britannique. Le 28 octobre 1943, 450 nouveaux prisonniers franchirent ses portes. Des clôtures de fils barbelés entourèrent le camp, des miradors aux angles. De l'extérieur, cela ressemblait à n'importe quelle prison militaire. Mais une fois à l'intérieur, tout changeait. Vanna entra dans une baraque en bois et s'arrêta. Il ne pouvait plus avancer. La pièce contenait 24 lits. Pas des paillasses, de vrais lits, avec de vrais matelas épais, des couvertures en laine, des oreillers recouverts de tissu blanc. Un poêle à bois brûlait déjà au centre, répandant une chaleur douce. Les fenêtres avaient des vitres. Le sol était en planches propres, sans boue, sans poussière. Il pensa au baraquement de sa base d'entraînement en Allemagne. Ils étaient pires que cette prison. Les lits plus durs, les couvertures plus fines, les poêles à peine fonctionnels. Il vivait mieux ici, captif, qu'il ne l'avait jamais fait comme marin libre. Klaus fit la queue pour recevoir son pactage. Un garde lui tendit un lot et lui demanda de vérifier. Il l'ouvrit lentement. 2 uniformes complets, des sous-vêtements, des chaussettes, des bottes presque neuves, une barre de savon, du vrai savon, pas les blocs grossiers fabriqués en Afrique avec du sable et de la graisse animale, des serviettes, une brosse à dents. Il resta longtemps à regarder la brosse à dents. Il n'en avait pas tenu une depuis 8 mois. Klaus serra la brosse à dents dans sa main. Il sentit sa gorge se nouer. 8 mois. 8 mois sans s'être brossé les dents. Le garde ajouta encore des couverts, puis un petit carnet avec un crayon. Friedrich, lui, fut conduit à l'infirmerie pour un examen. Un médecin canadien inspecta sa bouche, palpa ses gencives, préleva du sang à son bras. Il observa ensuite de vieilles cicatrices sur sa jambe, souvenir du front de l'Est. « Vous souffrez de malnutrition », dit-il en allemand. « Mais ça, on peut le réparer. » Son allemand était parfait. Normal, il était juif, originaire de Hambourg, et avait fui l'Allemagne en 1938. Friedrich perçut l'ironie presque douloureuse de la scène. Un médecin juif chassé par le régime aidait maintenant un soldat allemand qui avait combattu pour ceux qui l'avaient forcé à l'exil. Puis vint le dîner. Le réfectoire se remplit de 450 hommes assis à de longues tables. Les gardes apportèrent tard les plateaux. Klaus baissa les yeux et commença presque mécaniquement à inventorier ce qu'il voyait. Poulet rôti, purée de pommes de terre avec du vrai beurre qui fondait dessus, haricots verts, pain, tarte aux pommes, café avec crème et sucre. Il souleva le morceau de poulet. Il en sentit le poids, 200 grammes au moins, peut-être plus. Les pommes de terre occupaient la moitié de l'assiette. La tarte était encore tiède, de la vapeur s'en échappait. Autour de lui, un silence irréel. 450 hommes muets. Certains pleuraient des sans-bruit, d'autres refusaient tôt de manger, convaincus que la nourriture était empoisonnée. Vanna vit un sergent de la Waffen-SS porter une seule bouchée de tarte à sa bouche, puis s'effondrer en sanglots. Son corps tremblait. Il répétait en boucle, en allemand, « Mon Dieu, mon Dieu !» Un garde canadien se leva. Il s'appelait le sergent William Mackenzie. Il parlait allemand, mais difficilement. Les mots sortaient lents, hésitants. « Bienvenue au camp 133. Ici, travail honnête, traitement honnête. Règle simple. Vous respectez, on respecte. Demain, travail. Ce soir, repos. » Les lumières restèrent allumées jusqu'à 10 heures. On pouvait lire, écrire, parler. Personne ne criait, personne ne frappait, personne ne torturait. Les gardes les laissaient simplement vivre. Cette nuit-là, Klaus était étendu sur sa couchette, les yeux ouverts, fixés au plafond de bois. Il murmura à Vanna, dans le lit voisin, « Ce sont sûrement des colis de la Croix-Rouge, de l'aide humanitaire. » Dans l'obscurité, Vanna secoua lentement la tête. « J'ai géré le ravitaillement des U-boats.
Je connais la logistique. Ce que nous recevons n'a rien d'exceptionnel ici. Ce n'est pas de la charité. C'est leur système normal. C'est ainsi qu'ils nourrissent leurs propres soldats. Cette régularité, cette quantité, cela dépasse tout ce qu'on nous a jamais décrit. Friedrich, sur sa couchette, regardait le même plafond. Nous ne nous battions pas contre un ennemi à bout de force, murmura-t-il. Nous affrontions un géant industriel qui se retenait. Nous pensions gagner parce qu'ils nous ont laissé le croire. Regarde ce camp, regarde cette nourriture, regarde ce qu'ils possèdent. Ils n'ont jamais été proches de perdre. Nous étions condamnés dès le début. Les 3 hommes reposaient dans des lits chauds, le ventre plein, au milieu des plaines canadiennes. Klaus ferma les yeux. Si c'est cela, la prison, à quoi ressemble le paradis ? Dehors, la température passait sous 0. Dedans, le poêle crépitait, et lentement, comme la glace au printemps, la propagande commençait à se fissurer. L'hiver tomba sur le sud de l'Alberta comme un marteau, moins 30 degrés. Un vent si violent qu'il renversait les hommes. Mais dans les baraquements, les poêles brûlaient jour et nuit. Le charbon arrivait chaque semaine, mesuré, précis. Les Canadiens tenaient parole. Travail honnête, traitement honnête. Klaus fut envoyé dans un camp forestier à 40 km au nord. On y abattait des arbres géants dans la neige profonde, des sapins de Douglas hauts comme des immeubles, scies, haches. Puis les troncs étaient chargés sur des camions ou découpés en planches dans des scieries improvisées. Le travail lui brûlait le dos. Ses mains se couvraient d'ampoules, mais le contremaître les traitait comme des ouvriers, pas comme des esclaves. Il s'appelait Marcel Dubois. Canadien-français, accent épais, regard clair. Le premier jour, il expliqua simplement « Vous atteignez vos quotas, vous gagnez des cigarettes en plus. Vous travaillez prudemment, tout le monde rentre entier. Vous essayez de fuir, vous mourrez gelé en 2 jours dans cette forêt. Pourquoi courir quand on a à manger chaud ?» On leur donna des combinaisons isolantes, des gants épais, des bottes imperméables jusqu'aux genoux. Klaus regarda son équipement. Il était meilleur que tout ce qu'il avait porté dans l'armée allemande. Là-bas, un manteau mince et des bottes ordinaires. Ici, du matériel professionnel. Un jour, un prisonnier nommé Otto se tordit la cheville sous une charge de bois. Marcel arrêta tout immédiatement. Il le fit monter dans son camion et le conduisit lui-même à l'hôpital du camp. « Pas de blessés, dit-il. Mauvais pour le moral, mauvais pour le travail. » Klaus regarda la scène, incrédule. Un officier allemand aurait hurlé, ou ordonné de continuer. Les prisonniers recevaient 25 cents par jour en monnaie du camp. Ils pouvaient acheter au cantonnement du chocolat, des cigarettes, des lames de rasoir, du papier à lettres. L'été, même des glaces. Klaus économisa 3 semaines et s'offrit un harmonica. Il apprit seul à en jouer en écoutant les gardes chanter des airs canadiens. Vanna fut envoyé dans un autre camp, sur la côte pacifique de la Colombie-Britannique. Il travailla dans une conserverie de poissons, saumon, flétan. L'usine le laissa sans voix. Des tapis roulants transportèrent les poissons. Des machines les découpaient, les nettoyaient. D'immenses chambres froides maintenaient tout à température. Des camions arrivaient, chaque jour chargés de prises fraîches. Tout fonctionnait avec une précision d'horloge. Les ouvriers canadiens gagnaient de vrais salaires, 40 $ par semaine. Certains possédaient leur maison. Presque tous avaient une radio. Plusieurs venaient travailler en voiture. Vanna les observait et calculait mentalement. Des hommes ordinaires, pas des riches, pas des responsables politiques, des travailleurs. Et ils vivaient mieux que des officiers allemands. Ils vivaient mieux que des officiers allemands. Pendant les pauses de midi, Vanna discutait souvent avec un contremaître canadien nommé Jack Morrison. Jack avait combattu pendant la Première Guerre mondiale. Des éclats d'obus lui avaient laissé des cicatrices sur le visage. Il allumait une cigarette, secouait la tête en souriant tristement. « On vous a bien vendu une fable, les gars. Vos chefs vous disaient que nous étions faibles. En réalité, nous produisons la moitié de l'acier, de l'aluminium et du blé de cette guerre. On a plus de chantiers navals qu'on ne sait quoi en faire. » Vanna sortait alors son carnet et posait des questions. Jack lui expliqua qu'en 1943, le Canada avait produit entre 3 et 12 millions de tonnes d'acier et près d'1 demi-million de tonnes d'aluminium. Un pays de 11 ou 12 millions d'habitants fabriquait plus de matériaux stratégiques que tout le Troisième Reich. Vanna nota chaque chiffre. Il les vérifia 3 fois. Ah, il semblait absurde. Jack lui montra des coupures de journaux, des rapports de production. Les chiffres étaient réels.
Friedrich, de son côté, fut affecté à un programme agricole près de Medicine Hat. Il logeait dans un petit camp et travaillait dans la ferme d'un homme nommé Robert Campbell. Robert était réservé, peu bavard. Il avait perdu son fils, mort au combat contre des Allemands. Il aurait dû haïr Friedrich, mais il ne le faisait pas. Un jour, alors qu'il chargeait du foin sur une charrette, Robert parla sans lever la voix. « Je devrais te détester. Mon garçon est mort face au tien. Mais il est mort en croyant qu'il défendait quelque chose qui méritait d'être sauvé. Je ne peux pas salir sa mémoire en te traitant comme une bête. C'est ce que votre camp a fait. Pas le mien. La ferme possédait 3 tracteurs. 3 et un camion. La maison avait l'électricité, l'eau courante, un téléphone, une radio. La femme de Robert, Margaret, préparait des repas capables de nourrir une famille allemande pendant 1 semaine. Des steaks épais comme des livres. Des légumes frais en quantité capable d'approvisionner un village. Des tartes faites avec du vrai sucre blanc. Un soir, Margaret invita Friedrich à écouter la radio. Elle régla l'appareil sur le service allemand de la BBC. Il y avait des nouvelles de victoires alliées, mais aussi autre chose. Des interviews de prisonniers allemands aux États-Unis décrivant exactement le même traitement que Klaus et Vanna. Des lettres de réfugiés allemands parlant de soins médicaux et de nourriture. Et des reportages sur les bombardements de Hambourg qui correspondaient mot pour mot à ce que la femme de Friedrich avait écrit dans sa dernière lettre. Le régime nazi avait caché l'ampleur des destructions. « Ils nous ont menti », murmura Friedrich. « Surtout. » Les lettres devinrent l'arme la plus dangereuse. Klaus écrivit à sa femme, Anna. Il savait que chaque mot serait lu. Alors il écrivit pour elle, entre les lignes. « Ma chère Anna, la nourriture était meilleure qu'à Hanovre, meilleure que dans les casernes, meilleure que je ne le mérite. Les gardes ne sont pas cruels. Je repense à ce qu'on nous a enseigné. Certaines choses ne correspondent pas à ce que je vois. Ne crois rien que tu ne puisses vérifier toi-même. Je t'aime. Je rentrerai. Klaus. Les censeurs lurent la lettre et la laissèrent passer. Ils en comprenaient parfaitement le sens. Au printemps 1944, le camp lança des programmes d'éducation. Vanna enseignait les mathématiques et la navigation. Klaus suivait des cours d'anglais et d'agriculture. Friedrich s'inscrivit à des formations de menuiserie données par des vétérans canadiens. Le camp 133 possédait une bibliothèque de plus de 3000 ouvrages, classiques allemands, romans anglais, manuels techniques. Les prisonniers créèrent des troupes de théâtre, des orchestres, des équipes sportives. Ils éditèrent même un journal du camp, Der Nordwest, avec articles, poèmes et dessins. L'un des dessins montrait 2 silhouettes. La première, un squelette, légendé, ce que la propagande alliée nous promettait. La seconde, un homme en bonne santé, ce que la réalité nous a donné. Les gardes riaient en le voyant. Le commandant du camp, le lieutenant-colonel James Harrison, assumait pleinement cette approche. « Nous ne faisons pas que garder des prisonniers », expliquait-il à ses officiers. « Nous menons une guerre psychologique. Chacun de ces hommes rentrera chez lui et racontera la vérité. Cela vaut plus que 1000 bombardiers. » 24 décembre 1944. Noël dans un camp de prisonniers. Vanna se réveilla sans rien attendre. Les prisonniers ne fêtaient pas les fêtes, ils comptaient seulement les jours jusqu'à la fin. Mais les Canadiens avaient d'autres intentions. Le réfectoire était méconnaissable. Des branches de pin pendaient du plafond. L'odeur de résine fraîche emplissait la salle. Des flocons de papier étaient suspendus à des fils. Les prisonniers devaient les fabriquer des décorations avec ce qu'ils avaient sous la main, et les gardes les avaient laissés faire. Dans un coin se dressait un immense sapin, haut de près de 4 mètres, couvert d'ornements façonnés à l'atelier de menuiserie. Puis le dîner arriva. Vanna avança avec son plateau pendant que les cuisiniers servaient dinde rôtie à la peau dorée, farce aux herbes, sauce aux canneberges, sombre et sucrée, purée nappée de rivière, de sauce brune, pain frais encore chaud, le beurre y fondant, carottes, petits pois, maïs, tarte à la citrouille avec crème fouettée, du vrai café au parfum presque irréel, et pour chaque homme, une bouteille de bière. Brassin canadien, venu de Montréal. Vanna fixa son assiette. Il savait estimer des coûts. Ce repas représentait plus d'argent que ce qu'une famille allemande moyenne dépensait pour se nourrir en 1 semaine, et on le servait à des prisonniers, à l'ennemi. Le sergent Mackenzie se leva. Son allemand s'était nettement amélioré au fil de l'année. « Messieurs, ce soir nous ne sommes pas gardes et prisonniers. Ce soir nous sommes des hommes loin de chez eux, partageant un repas. Vos familles fêtent Noël, les nôtres aussi. La guerre continue. Mais ce soir,
Nous nous souvenons que nous sommes d'abord des êtres humains. Joyeux Noël. Des hommes adultes éclatèrent en sanglots. Un ancien commandant de chars de Cologne enfouit son visage dans ses mains, pleurant au-dessus de sa dinde. Klaus pensa à ses enfants en Allemagne. Mangeait-il ce soir? Avait-il reçu le colis qu'il avait payé avec son salaire du camp? Avait-il froid? Était-il en sécurité? Et lui, ici, devant une table débordante. Après le dîner, les prisonniers donnèrent un concert. Vanna jouait de la trompette dans l'orchestre qu'ils avaient formé. Ils interprétèrent Douce Nuit en allemand, style Nacht, ce chant composé par un prêtre autrichien plus d'un siècle plus tôt. Désormais, des prisonniers allemands le chantaient dans un camp canadien, tandis que leur pays brûlait et que leur famille mourait de faim. Après le concert, Friedrich sortit. Il avait besoin d'air, besoin de silence. Il resta immobile dans le froid, une cigarette offerte par un garde entre les doigts. Au-dessus de lui, les étoiles étaient les mêmes que celles au-dessus de Munich. Ces 3 enfants dormaient sous ce même ciel, essayant de trouver le sommeil malgré la faim, le froid et la peur des prochaines sirènes. Et lui se tenait là, au chaud, nourri, en sécurité. « J'ai servi le mauvais camp, dit-il à voix haute. Une voix répondit derrière lui. C'était Jack Morrison, venu de la côte pour les fêtes. « Peut-être, dit Jack calmement. Ou peut-être que tu as servi ton pays comme on t'a appris à le faire, et maintenant tu découvres qu'il existe une différence entre un pays et un gouvernement. Mon gouvernement m'a envoyé tuer pour des mensonges, répondit Friedrich. La plupart le font, dit Jack. La question c'est ce que tu feras de cette vérité quand tu rentreras chez toi. Vanna les rejoignit, les mains dans les poches, son souffle dessinant des nuages pâles. J'ai conservé mes journaux de bord, dit-il. Les relevés de navigation, les données de ravitaillement, les rapports de perte, tout ce qu'on nous avait ordonné de détruire avant de nous rendre. Je les ai cachés. Je pensais qu'il prouverait ça que nous avions combattu avec honneur. Il laissa échapper un rire sec. Maintenant je comprends. Ce sont des preuves, oui, mais d'autres choses. De l'ampleur du mensonge, de la façon dont nous avons été trompés, de la supériorité d'un ennemi que nous n'avons jamais vraiment compris. Klaus arriva à son tour, une lettre à la main. « J'ai dit la vérité à Anna, déclara-t-il, toute la vérité, la nourriture, le traitement, l'abondance. Que les censeurs la lisent, qu'ils sachent que nous savons. » Ils restèrent là, tous les 4, dans le froid de décembre, 3 Allemands et un Canadien. Leur respiration formait une brume légère, les étoiles brillaient au-dessus d'eux. « Quand vous rentrerez, dit Jack doucement, vous verrez la dévastation. Vous verrez une souffrance qui vous brisera le cœur, et vous serez tentés de nous en vouloir. Aux bombes, aux armées, aux alliés. Mais souvenez-vous de cette nuit. Souvenez-vous que cette destruction existe parce que vos dirigeants ont choisi la guerre contre un ennemi capable de vous ensevelir sous l'acier, la nourriture et les ressources. Un ennemi qui a choisi de vous vaincre, puis de vous nourrir. Souvenez-vous de ceux qui ont bâti des camps pour tuer, et de ceux qui ont bâti des camps pour reconstruire. » Vanna hocha lentement la tête. « Je m'en souviendrai, et je dirai la vérité, même si elle me coûte tout. » Friedrich leva les yeux vers le ciel. Ses enfants étaient nés sous ces étoiles. Sa femme aussi. Il souffrait pendant qu'il vivait dans la chaleur. La culpabilité pesait sur sa poitrine comme une pierre. Mais il sentait autre chose, de l'espoir. L'espoir que, lorsqu'il rentrerait, il pourrait leur parler de ce lieu, de ces gens, de la possibilité que le monde soit différent de ce que les nazis leur avaient appris. Dans le réfectoire, quelqu'un se mit à jouer du piano. La musique glissa dehors dans la nuit glacée. Un vieux chant allemand sur la maison et la famille. Les prisonniers se joignirent à lui. Leur voix portait au-dessus de la prairie. Les gardes écoutaient. Certains avaient été les yeux humides. C'était un basculement. L'instant où la propagande se brisa pour de bon. On ne peut pas haïr ceux qui vous nourrissent. On ne peut pas croire des mensonges sur ceux qui vous traitent avec bonté. On ne peut pas maintenir une idéologie face à des preuves écrasantes. La guerre continuait. On mourait encore. Des villes brûlaient, toujours. Mais cette nuit-là, dans ce camp, quelque chose changea. Des hommes venus comme ennemis commencèrent à devenir autre chose. Pas des amis. Pas encore. Mais plus vraiment des ennemis non plus. Des êtres humains reconnaissant d'autres êtres humains à travers l'abîme que crée la guerre. Au début de 1945, les camps se divisèrent. La majorité des prisonniers acceptaient ce qu'ils voyaient. Mais une minorité refusait. Les nazis convaincus représentaient peut-être 15 à 20%. Ils n'admettaient aucune erreur. Ils disaient que la nourriture était droguée, que la gentillesse n'était qu'une manipulation,
que les nouvelles n'étaient que mensonges alliés. Ils célébraient en secret l'anniversaire d'Hitler. Ils imposaient leurs règles entre eux. Ils menaçaient ceux qui se rapprochaient trop des Canadiens. Klaus devint une cible. Un soir, en rentrant de cours d'anglais, son manuel sous le bras, 3 SS l'attendaient près des baraquements. Leur chef, un Oberscharführer nommé Thor, avait un visage dur, fermé. « Faible, cracha-t-il. Tu trahis le Führer avec tes amis canadiens et leurs leçons. » Klaus le regarda droit dans les yeux. « Ah, je ne trahis rien. Je refuse simplement d'ignorer ce que je vois. Nous avons perdu. Nous allions toujours perdre. Et ces gens nous montrent plus d'humanité que notre propre gouvernement n'en a jamais eu. » Hertor le gifla violemment. Le claquement résonna dans l'air glacé. « On s'occupera de toi quand nous rentrerons. Les noms sont notés. On n'oublie pas les traîtres. » Mais Hertor était désormais minoritaire. Au printemps 1945, la majorité des prisonniers avait changé. Le camp organisa des élections démocratiques pour élire des représentants. Une expérience d'autogestion. Le groupe anti-nazi remporta 347 voix. Le groupe nazi en obtint 3. Vanna se jeta dans l'enseignement. Il forma plus de 200 prisonniers aux mathématiques avancées, à la navigation, à l'ingénierie. Ses cours dépassaient largement les équations. Ils devenaient des débats sur l'avenir. « Nous devons reconstruire, disait-il. Pas le Reich, jamais plus le Reich, mais une Allemagne capable de se regarder en face. Une Allemagne qui nourrit son peuple avant de fabriquer des chars. Une Allemagne qui rejoint le monde au lieu d'essayer de le dominer. » Il marqua une pause. « C'est cela notre responsabilité désormais ? Une Allemagne qui nourrit son peuple avant de construire des chars. Une Allemagne qui rejoint le monde au lieu d'essayer de le soumettre. » Un jeune prisonnier leva la main. Il s'appelait Hans. Il n'avait que 19 ans. Un visage encore d'enfant. « Mais, Herr Capitaine, ils ont détruit nos villes. Dresde, Hambourg, Berlin. Tout est en ruine. Comment ne pas les haïr ?» Vanna ferma les yeux un instant. « Parce que la haine est ce qui nous a menés ici, » répondit-il doucement. « La haine nous a fait croire que la conquête était juste, qu'il existait des peuples inférieurs. Si nous rentrons chez nous avec cette même haine, nous ne ferons que semer la prochaine guerre. » Il rouvrit les yeux. « J'ai une autre idée. Nous rentrons et nous disons la vérité. Nous racontons que l'ennemi nous a nourris, éduqués, traités comme des êtres humains, même quand on nous avait appris à déshumaniser les autres. Nous leur disons qu'une autre voie existe. » Le changement de Friedrich fut plus silencieux, mais plus profond. À la ferme de Robert Campbell, il apprit des techniques modernes capables de tripler les rendements agricoles. Rotation des cultures, protection des sols, mécanisation, des connaissances qui pourraient nourrir une Allemagne affamée. Un jour, Robert le trouva en pleurs dans la grange, les épaules secouées de sanglots. « Qu'est-ce qu'il y a, Friedrich ? » ?»« Une lettre de ma femme, » dit-il entre 2 respirations. « Des bombes sont tombées à 3 rues de notre immeuble. Elle emmène les enfants à la ferme de ses parents. Il n'y a plus de nourriture à Munich. Elle m'a demandé si je mangeais ici. Et si oui, si je pouvais trouver un moyen de leur envoyer quelque chose. » Robert resta silencieux un long moment. Puis il dit « Margaret et moi en avons parlé. Nous préparons un colis. La Croix-Rouge l'autorisera. Produit tas sec. Conserve. Lait en poudre. Ça passera. » Friedrich le regarda, incapable de parler. « Ton fils, » murmura-t-il. « Tu disais que tu devrais me haïr. » « J'ai dit que je devrais, » répondit Robert, « pas que je le fais. Tu n'es pas ton gouvernement, Friedrich. Tu es un père. Moi aussi. Alors soyons des pères ensemble, et nourrissons nos enfants. » À mesure que la guerre approchait de sa fin, les lettres devinrent plus franches. Klaus écrivit à Anna sans détour. « Anna, je dois te dire des vérités qui te sembleront impossibles. On nous traite bien. On nous nourrit mieux qu'à la maison. Nous ne sommes ni affamés ni torturés. Les Canadiens ne sont pas des monstres. Ce sont des paysans, des ouvriers, des gens ordinaires qui nous montrent une bonté que nous ne méritons pas. La guerre se termine mal. Quand je rentrerai, nous devrons construire autre chose. L'Allemagne doit changer. Nous devons changer. J'ai vu une autre façon de vivre, et je la ramènerai avec moi. Fais-moi confiance. Klaus. Des milliers de lettres semblables traversèrent l'Atlantique, des vérités glissées dans le courrier officiel, des graines de démocratie plantées dans des camps de prisonniers. Les censeurs lisaient et laissaient passer. Ils savaient très bien ce qui se produisait. Chaque lettre était une petite défaite du fascisme. Hertor et son groupe, eux, devenaient de plus en plus isolés.
plus amer. Quand la nouvelle de la mort d'Hitler arriva, le 30 avril, ils organisèrent une veillée secrète. Quand l'Allemagne capitula, le 8 mai, ils parlèrent de repli stratégique. Le Führer avait un plan. La victoire viendrait. La majorité des prisonniers ce jour-là ne ressentit qu'une chose. Du soulagement. Pas de joie. Du soulagement. La guerre était finie. Ils avaient survécu. Ils ne rentrèrent pas immédiatement. Les Canadiens les gardèrent jusqu'en 1945, puis en 1946. Il fallait des bras pour les récoltes, pour la reconstruction. Beaucoup de prisonniers ne s'en plaignaient pas, le Canada c'était des repas réguliers, un salaire. Certains auraient voulu ne jamais repartir. Vanna embarqua finalement en février 1946. Le navire s'appelait Aquitania. Il ramenait 3200 prisonniers allemands. Le voyage avait un goût lourd, amer. Des hommes qui avaient vécu dans une relative sécurité naviguaient maintenant vers un pays qu'ils ne connaissaient plus qu'à travers des lettres de ruines et de faim. Vanna se tenait sur le pont lorsque la côte allemande apparut. Il se souvenait des docks de Cuxhaven, pleins de sous-marins, de marins, de caisses de ravitaillement. À présent, il ne voyait que des carcasses de métal, des épaves, des quais brisés. La ville au loin ressemblait à un squelette. 75% détruite. Des immeubles sans toit, des murs sans fenêtres, des montagnes de gravats plus hautes qu'un homme. Ils débarquèrent eux dans le chaos. Les camps de traitement britanniques faisaient passer ceux du Canada pour des hôtels. Surpeuplés, mal approvisionnés, submergés par les retours quotidiens. Les soldats n'étaient pas cruels, juste épuisés, efficaces, traités, enregistrés, dirigés, suivants. Vanna prit un train pour Hambourg. Rien ne l'avait préparé à ce qu'il vit. Son immeuble n'existait plus. À sa place, un cratère rempli de béton brisé et de tuyaux tordus. Tout son quartier avait disparu. L'académie navale où il s'était formé était devenue un trou béant. Il marcha dans des rues qui ne vivaient plus que dans sa mémoire. Il se repérait grâce à des repères qui n'existaient plus. Il enjambait des décombres qui avaient été des maisons, des écoles, des églises. Il retrouva ses parents dans un camp de réfugiés à la périphérie de la ville. Sa mère ressemblait à un fantôme. Elle avait perdu plus de 20 kilos. Son visage n'était plus que peau et os. Son père, ancien officier fier de la Grande Guerre, paraissait en avoir 100 alors qu'il n'en avait que 63. Ils pleurèrent en le voyant. Ils pleuraient parce qu'il était vivant, parce qu'il avait l'air fort, parce qu'il avait l'air nourri. Il le croya mort. « Tu es vivant », sanglota sa mère. Le télégramme disait « disparu en mer ». On pensait que tu t'étais noyé. J'ai été fait prisonnier, répondit-il, par les Canadiens. Puis il ajouta « Maman, papa, j'ai des choses à vous dire. Sur la guerre, sur ce qu'on nous a raconté, sur ce qui s'est vraiment passé. » Son père leva la main. « Plus tard. D'abord, montre-nous ce que tu as dans ce sac. » Vanna ouvrit son sac canadien. Des barres de chocolat, des cigarettes, de la viande séchée, du vrai café. Des objets qui valaient plus que l'or en Allemagne en 1946. Les réfugiés s'attroupèrent aussitôt. Des mains tendues, des voix suppliantes, des disputes pour un seul carré de chocolat. Vanna donna tout, et regarda des adultes pleurer pour un bonbon. Cette nuit-là, dans le froid du baraquement, il raconta tout à ses parents. Ils écoutèrent sans l'interrompre, longtemps. Quand il eut terminé, son père resta silencieux. Puis il dit doucement « J'ai servi le Kaiser. J'ai cru à la grandeur de l'Allemagne, et j'ai vu notre pays se détruire 2 fois en 30 ans. Ton garde canadien avait raison, conclut son père. Nous devons apprendre. Nous devons changer. Sinon, dans une génération, nous referons exactement la même chose. » Klaus rentra chez lui en avril 1946. Son village était à moitié détruit, mais sa famille était en vie. Anna avait réussi à les nourrir grâce à un potager, au troc et à une volonté presque inhumaine. Ses enfants le connaissaient à peine. Ils avaient 6 et 4 ans lorsqu'il était parti. Ils en avaient maintenant 10 et 8. 3 années sans leur père. Le premier soir, Anna prépara le dîner avec ce qu'elle avait. Une soupe de pommes de terre claires comme de l'eau, du pain noir dur comme de la pierre, du café fait de céréales grillées, car le vrai n'existait plus. Klaus mangea lentement. Après des années d'abondance, il goûtait à nouveau la pauvreté. Ses enfants l'observaient. Leurs yeux semblaient ni que trop grands pour leur visage maigre. « Papa, » demanda sa fille, « où étais-tu ? » ?»« Au Canada. J'étais prisonnier. »« Ils t'ont fait du mal ?» Klaus regarda ses enfants squelettiques, sa femme épuisée, son village en ruine. « Non, ma chérie. Ils m'ont nourri. Ils m'ont appris. Ils m'ont traité avec bonté.
Sa voix se brisa. Pendant que vous mouriez de faim, il me donnait 3 repas par jour. Pendant que nos villes brûlaient, il m'offrait un lit chaud. Je suis désolé, tellement désolé. J'étais en sécurité pendant que vous souffriez. Anna lui serra la main avec force. Tu n'as rien à te reprocher. Tu as survécu. Tu es rentré. C'est tout ce qui compte. Mais Klaus sentait la culpabilité peser sur sa poitrine, comme une pierre. Cette nuit-là, il écrivit dans son journal « J'ai vécu au paradis pendant que ma famille traversait l'enfer. Les Canadiens m'ont mieux traité que mon propre gouvernement. Comment expliquer à mes enfants que l'ennemi a montré plus d'humanité que la patrie ?» Friedrich rentra en juin 1946. Munich était détruite à 70%, un océan de ruines. Il retrouva sa femme et ses enfants dans la ferme de son beau-père, à 20 km de la ville. Ils avaient des survécus aux bombes, mais vivaient dans la faim quotidienne. Friedrich, lui, revenait avec quelque chose. Des compétences, des connaissances agricoles modernes, un certificat de menuisier, l'anglais, des outils pour reconstruire et des lettres de Robert Campbell. Il nous propose un parrainage, dit-il à sa femme. Une immigration au Canada. Il me garantit du travail. Nous pourrions repartir à zéro. Loin des ruines, loin de la faim. Elle regarda leurs enfants amaigris, puis les collines dévastées autour d'eux. Et abandonner l'Allemagne, quitter nos familles, ou rester, répondit Friedrich, et aider à reconstruire. Utiliser ce que j'ai appris pour rendre cette terre meilleure. Enseigner. Créer l'Allemagne que nous aurions dû être dès le début. Ils décidèrent de rester. Friedrich devint conseiller agricole. Il enseigna aux paysans allemands les méthodes apprises en Alberta. Dans sa région, la production augmenta de 40%. Il donna des cours d'anglais aux ouvriers qui rebâtissaient pas les villes. Il parla publiquement de sa captivité, plaidant pour la réconciliation et la démocratie. Il écrivit à Robert Campbell jusqu'à la mort de celui-ci en 1973. Ils ne se revirent jamais. Mais leurs lettres racontaient une amitié née de la guerre. Des pères choisissant la compassion plutôt que la haine. Vanna devint professeur à Hambourg. Il enseignait les mathématiques, la physique et surtout l'esprit critique. Son école avait été reconstruite à partir des décombres en 5 ans avec l'aide du plan Marshall. Sur son bureau, il gardait une photographie. Camp 133, Noël 1944. Des prisonniers allemands et des gardes canadiens debout ensemble autour d'un sapin. Les élèves demandaient toujours ce qu'elle représentait. « C'est là que j'ai appris la leçon la plus importante de ma vie », répondait-il. On nous avait appris à haïr ces hommes. On nous avait dit qu'ils étaient nos destructeurs, nos ennemis, inférieurs et cruels. Puis ils nous ont capturés et ils nous ont montré de l'humanité. Ils nous ont traités comme des êtres humains quand on nous avait appris à traiter les autres comme des choses. Ils s'arrêtaient, regardaient ses élèves. L'Allemagne a perdu la guerre en 1945, mais moi, j'ai gagné ma liberté dans ce camp canadien. La liberté face à la propagande, la liberté face à la haine, la liberté de penser par moi-même. Chaque société raconte à ses citoyens qui sont les bons et les mauvais. Mon travail est de vous apprendre à questionner ces récits, à chercher des preuves, à vous souvenir que ceux qui nourrissent leurs ennemis et éduquent leurs prisonniers révèlent quelque chose de profond sur leurs valeurs. Dans les années 1960, Vanna publia un livre intitulé « Du U-boot à l'université ». Il y racontait tout, du commandement d'un sous-marin à la captivité, puis à l'enseignement. Le livre devint une lecture obligatoire dans les écoles allemandes. Vanna mourut en 1994, à l'âge de 80 ans. À ses funérailles se trouvaient d'anciens élèves, d'anciens prisonniers et 3 vétérans canadiens qui avaient été gardes au camp 133. Klaus transforma son village grâce aux connaissances acquises au Canada. Il modernisa l'agriculture, augmenta les rendements, réduisit le travail pénible. Il fonda une école professionnelle enseignant la menuiserie, la mécanique et l'agriculture. Il mit en place des échanges avec des collèges agricoles canadiens. En 1967, Klaus retourna au Canada dans le cadre d'un voyage de réconciliation. D'anciens prisonniers revenaient en voir les camps qui les avaient retenus. Au camp 133, devenu site historique, il retrouva le sergent Mackenzie. Le garde était maintenant un vieil homme, cheveux blancs, canne à la main. Ils s'étreignirent. Ils pleurèrent. « Vous m'avez sauvé la vie, » dit Klaus. « Pas seulement le corps. Vous m'avez sauvé l'âme. Vous m'avez montré que des ennemis peuvent choisir l'humanité plutôt que la haine. » Mackenzie sourit. « On vous a simplement traité comme on aimerait être traité,
La règle d'or, ça marche. Klaus avait emmené ses enfants adultes. Il leur montra les baraquements, le réfectoire, les lieux de travail. J'étais prisonnier ici, leur dit-il. Mais j'y ai été plus libre que je ne l'avais jamais été sous l'uniforme. On m'y a donné à manger, on m'y a donné une éducation, de la dignité et de l'espoir. On m'y a donné un avenir. Ces petits-enfants grandirent en entendant les histoires du camp canadien où Opa avait appris à devenir véritablement allemand en apprenant à devenir véritablement humain. Klaus mourut en 2001, entouré de 3 générations qu'il avait aidé à nourrir, à élever et à instruire. Friedrich devint un symbole de réconciliation en Bavière. Ses innovations agricoles contribuèrent à nourrir l'Allemagne d'après-guerre pendant les années les plus dures. Ses prises de parole encouragèrent les valeurs démocratiques et la coopération internationale. En 1955, il témoigna lors de procès pour crimes de guerre. Non pas contre de simples soldats, mais contre les dirigeants qui les avaient trompés. Nous n'étions pas des monstres, déclara Friedrich devant la cour. Nous étions des hommes ordinaires, nourris de mensonges extraordinaires. Les Canadiens l'avaient compris. Ils ont puni notre gouvernement, pas notre humanité. Ils nous ont montré que la responsabilité et la compassion pouvaient coexister. C'est cette Allemagne que nous devons bâtir, un pays qui demande des comptes à ses dirigeants tout en offrant à ses citoyens une possibilité de rédemption par la vérité. En 1978, la fille de Robert Campbell rendit visite à Friedrich à Munich. Elle lui apporta une boîte. 30 années de correspondance. Des lettres soigneusement conservées. « Papa voulait que vous les ayez, dit-elle. Il m'a dit que vous incarniez son espoir pour l'avenir. Que si des ennemis pouvaient devenir amis, alors peut-être que le monde avait encore une chance. » Friedrich conserva ces lettres jusqu'à sa mort, en 1989, l'année où le mur de Berlin tomba. Quelques semaines avant de mourir, il donna une dernière interview. « J'étais un soldat ennemi dans une terre étrangère, dit-il, détenu par des gens qu'on m'avait appris à haïr. Ils auraient pu nous traiter avec brutalité et personne ne les aurait blâmés. Ils ont choisi autre chose. Ils nous ont montré un meilleur chemin. Ils nous ont donné du pain et de la vérité, de l'éducation et de la dignité. J'ai passé 3 ans dans un camp canadien et j'y ai appris davantage sur ce que signifie être un bon Allemand que durant toute ma vie sous la croix gammée. » Il s'interrompit un instant. « La leçon est simple. La façon dont vous traitez vos ennemis révèle davantage votre caractère que la façon dont vous traitez vos amis. Le Canada nous a traités mieux que notre propre gouvernement. Ce n'est pas une histoire de supériorité canadienne. C'est une histoire de choix humain. Nous pouvons choisir la cruauté ou la compassion, la propagande ou la vérité. Les Canadiens ont choisi, et j'ai essayé de passer ma vie à faire les mêmes choix. Les camps de Colombie-Britannique accueillirent plus de 35 000 prisonniers allemands pendant la guerre. Les tentatives d'évasion furent rares, moins d'une 50aine au total. La plupart des fugitifs revinrent volontairement, vaincus par la nature sauvage. Le taux de mortalité fut extrêmement faible, inférieur à 0,3%, principalement dû à des accidents ou à des causes naturelles. Après la guerre, des milliers d'anciens prisonniers immigrèrent au Canada. En 1991, un ancien détenu, alors âgé de 91 ans, résuma son expérience en une phrase. « Je suis arrivé au Canada en 1943 comme soldat ennemi. Je suis reparti en 1946 comme ami de l'humanité. Le meilleur camp que j'ai jamais connu fut celui qui a libéré mon esprit.